Donc les formes positives du soufre dans le vin, donc je vais aborder simplement les composés à effet sensoriel, odorant, volatile. Donc nombreux composés soufrés volatiles dans les vins. Bruno Blondin vous a parlé des composés soufrés que l'on dit légers, qui sont plutôt connotés négativement, avec des odeurs de réduction, notamment l'H2S, éthanthiol et méthanthiol. Ce qui fait qu'on attribue plutôt à l'ensemble des composés soufrés cette réputation négative. Mais quand la chaîne carbonée des composés soufrés s'allonge, donc ils deviennent plus lourds en termes de chimie, on s'aperçoit que l'aspect positif au niveau aromatique donné par la chaîne carbonée se fait sentir, c'est le cas de le dire, et qu'on arrive à des composés qui ont des odeurs agréables et qui gardent une des caractéristiques des composés soufrés, c'est d'avoir des seuils de perception extrêmement bas, donc des composés qui ont un pouvoir aromatique très fort, même à faible concentration. Alors, parmi l'ensemble des composés volatiles soufrés, un petit tableau pour vous montrer qu'ils sont nombreux, c'est des structures chimiques très nombreuses, si vous comprenez la nomenclature chimique, mais surtout, ce sur quoi je voudrais insister, sont des origines en termes de biosynthèse dans les vins relativement différentes, avec des origines fermentaires, assez peu en fait de composés soufrés et lourds, donc positifs sont d'origine fermentaire, beaucoup sont d'origine variétale, c'est-à-dire qu'ils sont présents plutôt sous forme de précurseurs dans les raisins et qu'ils vont se libérer au cours de la vinification, et puis certains sont issus d'une interaction entre fermentation et composés extraits du cul de chêne, comme le furfuryl-thiol. Donc il y a des odeurs de café, notamment dans les vins blancs élevés en fût de chêne, vinifiés en fût de chêne. Bon, le dernier identifié dans la série, vous apprécierez les notes aromatiques qu'il apporte. C'est une piste pour relancer la consommation des vins blancs chez les jeunes. Dans mon exposé, je ne vais parler uniquement que de ces deux familles, donc les thiols variétaux et le diméthylsulfure, qui ont donc ces quatre composés des origines variétales, ce qui est un grand avantage puisque ça permet d'envisager un pilotage de leur teneur au cours de la vinification, puisque c'est au cours de la vinification qu'ils vont être libérés à partir de leurs précurseurs. Donc les thiols variétaux, maintenant vous connaissez bien leur nom, on en parle depuis une vingtaine d'années. Donc la mercaptopentanon, odeur de buis, ou pour nos amis de l'hémisphère sud de goyave. Le mercaptohexanol, auquel on attribue les notes d'agrumes, de pamplemousse dans les vins blancs et rosés, et plutôt des notes de cassis dans les vins rouges. Et enfin son acétate, donc il y a un seuil de perception beaucoup plus bas, avec des notes de fruits de la passion très caractéristiques. Alors évidemment, ces composés-là sont les composés caractéristiques des vins de Sauvignon, mais pas que. Vous voyez ici listé, et la liste n'est pas exhaustive, quelques variétés blanches, mais également quelques variétés rouges dans les vins desquels on retrouve des thiols. Alors sur les rouges, on a quelques indices montrant que les thiols peuvent participer notamment aux notes de cassis. Mais c'est surtout dans les vins blancs et les rosés que leur rôle est maintenant bien clarifié. Rentrons dans le dur de la chimie, de la biochimie en l'occurrence. La formation donc, des thiols variétaux dans les vins. Donc je vous ai dit des composés variétaux, c'est-à-dire qu'ils sont formés à partir de précurseurs présents dans les raisins, donc des conjugués à la cystéine, ou des conjugués au glutathion, on retrouve notre glutathion bien aimé. Et ces conjugués sont en fait clivés par la levure en fermentation pour donner le 3-mercaptohexanol et la mercaptopentanone. Il y a une troisième voie de formation du 3-mercaptohexanol, éventuellement de la 4-MMP. C'est une voie qui fait intervenir l'hexénal, donc plutôt un composé d'oxydation dans les mous, et l'oxyde de mésithyl. Et ces composés, il a été montré qu'une addition directe de soufre sur la double liaison pouvait amener directement, après fermentation, à la formation du mercaptohexanol et de la 4-MMP.
Alors l'hexénal est avéré dans les mous, l'oxyde de mésityle un peu moins, même si quand on cherche dans des travaux anciens, on trouve des gens qui se sont amusés à l'identifier, notamment dans des mous concentrés. L'acétate de 3-mercaptohexanol, lui, est en revanche formé uniquement par acétylation du 3-mercaptohexanol. Il n'y a pas de précurseur de l'acétate direct. L'acétylation est la même que celle qui prévaut à la formation des acétates d'alcool supérieur dans les vins. Donc vous voyez de nombreuses voies de formation, mais des voies qui, pour les principales, que sont ces deux-là, mettent en jeu des dérivés d'acides aminés ou de peptides, en termes de précurseurs. Alors, alors je vais utiliser un certain nombre de sigles. Donc là, le G3MH, ça sera le précurseur glutathionylé du 3MH. Des travaux que nous avons pu mener sur Montpellier ont montré que certes, c'était un composé présent dans les raisins, mais qu'il pouvait également avoir une origine préfermentaire, donc une formation lors de l'élaboration des mous ou de leur stabilisation et de leur stockage de ce composé. Formation qui semble liée en fait à l'oxydation des mous, puisqu'on a pu, dans des essais laboratoires, doser tout au long de l'oxydation d'un mou les concentrations des différents précurseurs. Vous voyez que pour les précurseurs cystéinylés, il n'y a pas vraiment de variation malgré les doses d'oxygène. On arrive ici à un mou qui est totalement brun, totalement oxydé. C'est un mou fait à l'abri de l'oxygène au départ et sans les soude. Donc pas d'influence de l'oxygène sur ces précurseurs cystéinylés. La même chose sur le précurseur glutathionylé de la 4-AMP. Par contre, pour le précurseur glutathionylé du 3MH, on s'aperçoit qu'on a un pic à un moment donné de formation de ce composé-là. L'hypothèse étant que le glutathion résiduel, à l'issue des phénomènes d'oxydation dans les mous, oxydation enzymatique, puisse réagir avec l'hexénal que l'on forme lors de ces mécanismes d'oxydation, pour donner, après une petite étape de réduction, directement le précurseur glutathionylé du mercaptohexanol. Donc également, cette origine du G3MH à considérer qui peut potentialiser la contribution des précurseurs à la rondelle. On va balayer maintenant différents facteurs d'impact, à la fois viticoles et œnologiques, alors soit sur la teneur en précurseurs, soit sur les teneurs en thiol dans les vins. Intéressons-nous d'abord au vignoble. Vous voyez ici des études donc, faites dans la région bordelaise sur l'influence de l'état hydrique de la vigne sur la teneur en précurseur de la 4-AMP sur Sauvignon. Et vous apercevez qu'il semble y avoir une zone optimale de contrainte hydrique, c'est-à-dire une contrainte hydrique relativement modérée, qui permet d'obtenir le maximum de précurseurs de la 4-AMP. Bon, on n'a pas un pic quand même extrêmement joli et gaussien. C'est une première indication. Par contre, un des facteurs les plus documentés, et également un des facteurs les plus forts, reste la fertilisation azotée au vignoble. Vous apercevez donc toujours dans le Bordelais des essais d'amendement au sol qui ont augmenté, vous avez le pourcentage d'augmentation, donc on a quadruplé là, les teneurs en précurseur cystéinylé du 3MH, donc 200% sur le 6-4-AMP. Vous remarquerez, ça fera écho à la présentation précédente, également le glutathion est fortement augmenté par cette fertilisation azotée, ce qui renvoie également à un effet de la fertilisation sur l'oxydabilité des mous, puisque le glutathion à ce niveau-là limite les phénomènes d'oxydation enzymatique des mous. Donc un effet intéressant. Des essais également sur la pulvérisation d'azote foliaire, donc, qui reste une technique peut-être un peu plus flexible que l'amendement azoté au sol, donc pulvérisation d'urée autour de la véraison, qui permet une augmentation notable du 3-mercaptohexanol et de son acétate. Donc là, c'est le cas d'une fertilisation à peu près 10 unités d'azote en pulvérisation foliaire d'urée.
sachant qu'on peut également y adjoindre du soufre élémentaire, ce qui permet d'encore plus augmenter les teneurs que l'on obtient dans les vins correspondants. Alors quels sont un peu si on regarde plus en détail l'effet de cette pulvérisation azotée, on s'aperçoit qu'il y a un gain en azote assimilable qui est quasiment proportionnel à la quantité d'azote que vous pulvérisez à l'hectare. Bien évidemment, il ne faut pas aller trop loin puisque la pulvérisation d'azote foliaire a aussi des effets négatifs, hein, notamment en termes de développement de botrytis sur les grappes. Donc l'optimum préconisé autour de 15 kg d'azote par hectare. Et on s'aperçoit que l'effet sur les tioles est différentiel selon que la parcelle initialement produisait beaucoup ou peu de tioles. Il y a un effet très important sur les parcelles, ça n'apparaît pas, qui étaient les plus faiblement initialement concentrées en tioles. Donc quelque chose de tout à fait intéressant pour remonter le niveau en tioles des vins sur des parcelles naturellement, produisant naturellement des vins pauvres en tioles. Passons à la cave maintenant. Alors, des études que l'on a fait en pays nantais sur le type de pressoir semblent montrer, cela fait écho aux études laboratoires qui ont amené à l'origine préfermentaire du glutathion, semble montrer donc sur muscadet que un pressurage traditionnel, alors c'est un pressurage pneumatique, intégré dans un procédé relativement protégé de l'oxydation, hein, vendange fraîche, inertage des conduites du pressoir à la cuve de débourbage et inertage par la suite. Bien que dans un processus comme ça, un pressoir sous gaz inerte n'apportait pas, au niveau des précurseurs cystinylés, de différence nette, et était plutôt défavorable sur le précurseur glutathionylé. Ça renvoie à cette formation du G3MH à partir de l'hexénal et du glutathion résiduel. Donc, quelque chose qui peut être intéressant à ce niveau-là pour augmenter le potentiel aromatique des mous, sachant qu'on retrouve ce type de différence sur les vins. Donc, quelque chose qui peut être intéressant de maîtriser. Simplement signaler que cette différence de tioles dans les vins n'entraîne pas de différence sensorielle significative. Par contre, c'est relativement intéressant, sachant qu'au cours du vieillissement du vin, du stockage du vin, les tioles ont toujours tendance, enfin, la plupart du temps, tendance à diminuer. Donc, partir d'une teneur un peu plus importante permet de conserver une durée de vie au produit en termes d'impact sensoriel des tioles plus long. Alors, est-ce que ces résultats sont généralisables? Oui et non. On a pu s'apercevoir que dans nos conditions sur Sauvignon, il y a peu ou pas de différence entre un pressoir classique et un pressoir inerté. Et encore une fois, tout étant inerté par ailleurs. Hein. On ne compare pas un itinéraire oxydatif en termes d'élaboration d'un mou avec un itinéraire inerté. D'autres résultats dans le Bordelais semblent montrer que ça peut avoir un intérêt sur cette variété-là. Sur rosé, les expérimentations menées au centre du rosé ont montré un intérêt sur Grenache, aucun intérêt sur Cinsault, où on l'a vu dans quelques résultats qu'a présenté Frédéric, il n'y a pas de tiol, donc aucun intérêt à ce niveau-là. Et par contre, sur des variétés comme Ciré et Mourvèdre, qui présentent des teneurs en tiol importantes dans les vins rosés qui en sont issus, des problèmes de réduction accentués quand même par l'utilisation de ce type de pressoir inerté, donc à manier avec précaution à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'il y a quand même une spécificité variétale et que ce n'est pas forcément systémique. L'inertage n'est pas au pressurage, n'est pas une technique à systématiser.
Alors venons-en à la fermentation, puisque c'est à ce niveau-là qu'a lieu la libération d'éthiol dans les vins. Donc des impacts que vous connaissez bien, souche de levure, bon, je ne vous ai évidemment pas mis les noms, toutes n'étaient pas des souches allemandes, donc vous comprendrez que je ne peux pas faire cette bévue. Donc des concentrations très variables selon les souches de levure, donc véritablement une capacité à libérer l'éthiol qui varie énormément entre souches de levure. La température de fermentation, un point qui est relativement remarquable, c'est que, à l'inverse des esters de fermentation, ce ne sont pas les faibles températures de fermentation qui favorisent la libération d'éthiol, mais plutôt des températures entre 18 et 20 degrés. Donc, à s'interroger quand on veut avoir à la fois ester et éthiol, si des profils fermentaires d'abord à 18-20 degrés pour former l'éthiol en début de fermentation et ensuite à plus faible température pour former les acétates et esters éthyliques, ou au moins plus les retenir dans les vins, ne serait pas intéressant. Un point, et l'on retrouve l'aspect azote, relativement important dans la libération d'éthiol, c'est la composition azotée du mou, puisqu'on a pu s'apercevoir dans un certain nombre d'essais, alors sur Montpellier, mais également dans le Bordelais, qu'en fait, un excès d'ammonium en début de fermentation était défavorable à la libération d'éthiol dans les vins. Vous avez ici le témoin et le mou ajoutés au départ, à l'initiale, en ammonium, et les teneurs en thiol récupérées. Il semble que le phénomène soit un phénomène de régulation du transport des précurseurs dans la levure, puisque pour libérer l'éthiol, la levure a d'abord besoin de transporter le précurseur en son sein, où ensuite se fait la réaction de clivage, puis d'excréter ces composés. Et un excès d'ammonium, en fait, a tendance à réprimer la mise en place des transporteurs, d'un certain nombre de transporteurs d'acide aminé, qui sont également des transporteurs au moins des précurseurs cystinylés dans la levure. Donc, ce qui explique le rendement moindre de conversion précurseur thiol que l'on peut obtenir quand on a un excès d'ammonium. Alors ceci peut être évidemment corrigé au vignoble. Quand je vous ai montré la pulvérisation foliaire, en fait la pulvérisation foliaire augmente les quantités d'acide aminé dans les mous plus que l'ammonium. Donc l'augmentation de l'azote assimilable est plus liée à une augmentation de l'azote aminé, et donc diminue cet effet répressif de l'ammonium, puisqu'on a une composition plus riche en acide aminé, une proportion plus favorable à la libération d'éthiol. Elle peut être également faite par la correction azotée des mous, et notamment le pilotage des intrants azotés et le choix entre des formes minérales, comme le phosphate d'ammonium, ou des formes complexes, où les formes aminées de l'azote sont majoritaires. Donc vous avez ici des essais donc réalisés sur Sauvignon dans le sud de la France, avec des intrants d'azote complexe, où azote complexe est un dérivé de levure riche en glutathion. Et on s'aperçoit que si vous allez, plus vous montez dans le graphique, plus vous augmentez notamment les quantités en 3-mercaptohexanol, passant de 250 à 325. Donc quelque chose qui devient intéressant avec une combinaison Fermed-eau et OptiWet. Dernier aspect, les aspects post-fermentaires. Donc on en a parlé avec le glutathion, qui est également un composé soufré. Ce sont des composés qui ont tendance à s'oxyder ou à réagir avec des composés d'oxydation par addition. Les phénomènes d'oxydation, vous les avez à ce niveau-là, qui président à la formation de ce qu'on appelle des disulfures. Dans le cas des thiols variétaux, on s'aperçoit qu'en fait cette voie est assez peu de réalité dans les vins. Et c'est plutôt l'addition des thiols sur les quinones qui sont issus de l'oxydation de polyphénol, donc auto-oxydation ou oxydation catalysée par les ions fer ou cuivre,
Donc il y a une addition irréversible de thiol sur ces quinones-là. Autant cette réaction est tout à fait réversible, elle dépend du potentiel redox du milieu, autant celle-ci est une réaction totalement irréversible, ce composé-là étant évidemment non volatile et non odorant, d'où la perte aromatique que l'on ressent à l'oxydation des vins. Alors, l'ajout de glutathion qui est en discussion à l'OIV, en fait, pourrait rentrer en compétition dans la réaction d'addition ultérophile des thiols sur les quinones, et donc préserver les bons thiols. C'est le glutathion que l'on rajoute qui s'ajoute et bloque les quinones formées. Donc, en post-fermentaire, c'est évidemment le pilotage de l'oxygène et de tous les facteurs qui sont reliés, qui est absolument importante. Donc, les antioxydants, SO2 libre, acide ascorbique ou autre, je vous ai parlé du glutathion, mais également limiter évidemment la quantité de polyphénol, et ce notamment par des collages de mou adéquats ou des récoltes de mou, pas des maturités excessives qui entraînent forcément des quantités de polyphénol plus importantes, limiter les résidus de cuivre et de fer, donc faire attention en termes de produits phytosanitaires au cuivre, sur des applications tardives, il peut laisser certains résidus de cuivre sur les raisins et qui vont entraîner des oxydations ensuite. Puis également certains collages qui peuvent être adéquats pour éliminer ces métaux. Et enfin, jouer sur l'oxygène, donc limiter les quantités d'oxygène entre fin de fermentation et mise en bouteille, bien évidemment. Ceci peut se faire soit par de l'inertage, soit par des élevages sur lit qui vont être des consommatrices compétitives de l'oxygène. Ensuite, à l'embouteillage, c'est limiter les quantités d'oxygène gazeux dans l'espace de tête et raisonner la perméabilité des obturateurs utilisés. En faisant attention que, et Wessel en a parlé dans ses dernières diapositives, qu'on peut observer avec des perméabilités très faibles des obturateurs, des augmentations d'H2S et de composés de réduction, qui en fait défavorisent le profil sensoriel du vin, même si on préserve plus de 3-mercaptohexanol ou de son acétate. Donc pour conclure sur les thiols, une approche multifactorielle pour piloter les teneurs, avec une adaptation à toutes les étapes de l'itinéraire. Et il faut veiller à avoir les feux verts à chaque étape, puisque louper une étape risque de mettre à plat tous les efforts que l'on a pu faire auparavant. Et notez qu'il y a un facteur qui est assez invariant, c'est le contrôle de l'azote, à la fois à la vigne ou en fermentation, qui semble un facteur de réussite à ce niveau-là.